L'altruisme, cette noble aspiration à aider son prochain, est souvent considérée comme une vertu universelle. Pourtant, une réflexion plus profonde nous révèle une vérité surprenante. Parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de ne pas l'aider du tout. Cette idée, aussi paradoxale qu'elle puisse paraître, trouve ses racines dans la sagesse millénaire du stoïcisme et s'avère particulièrement pertinente dans notre monde moderne. Imaginez un instant que chaque fois que vous tendez la main pour aider, vous risquez en réalité de freiner la croissance personnelle de l'autre, voire de nuire à votre propre équilibre. Cette perspective nous invite à reconsidérer notre approche de l'entraide et à nous interroger sur les motivations profondes qui nous poussent à vouloir secourir autrui. Est-ce vraiment par pure bienveillance, ou y a-t-il des enjeux plus complexes en jeu? Dans notre société où l'image de soi est souvent liée à notre capacité à être utile aux autres, apprendre à discerner quand ne pas aider devient un véritable défi. Cette réflexion nous confronte à nos propres limites, à nos attachements, et nous invite à développer une sagesse plus nuancée dans nos interactions. C'est précisément ce voyage introspectif que je vous propose d'entreprendre aujourd'hui. En explorant les types de personnes qu'il vaut mieux ne pas aider, nous toucherons au cœur de questions essentielles sur l'autonomie, la responsabilité et le véritable sens de la compassion. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Chaque vidéo vous offrira des outils concrets pour cultiver une sagesse pratique, inspirée du stoïcisme, mais parfaitement adaptée aux défis de notre époque. Préparez-vous à un contenu qui pourrait bien transformer votre vision des relations et de l'entraide. Chaque partie de cette vidéo est conçue pour vous guider progressivement vers une compréhension plus profonde et nuancée du sujet. Je vous encourage donc à la suivre dans son intégralité, sans sauter de section. Embarquons ensemble dans cette exploration fascinante des subtilités de l'aide et de ses limites insoupçonnées. Dans notre quête d'une vie vertueuse et épanouissante, nous sommes souvent confrontés à des situations où notre désir d'aider les autres entre en conflit avec les principes fondamentaux du stoïcisme. La première de ces situations concerne ce que j'appelle l'aide qui nuit, un paradoxe qui mérite toute notre attention. Imaginez un instant que vous êtes témoin d'un papillon luttant pour sortir de son cocon. Votre premier instinct serait probablement de l'aider en déchirant délicatement la chrysalide pour faciliter son émergence. Pourtant, en agissant ainsi, vous condamneriez le papillon à une existence brève et misérable. En effet, c'est précisément cette lutte qui permet au papillon de développer la force nécessaire pour voler une fois libéré. Cette métaphore illustre parfaitement le concept stoïcien de l'intention versus les conséquences. Les stoïciens nous enseignent que la vertu réside dans l'intention, mais ils nous mettent également en garde contre les conséquences imprévues de nos actions, même les plus bienveillantes. Ainsi, lorsque nous cherchons à aider quelqu'un, nous devons nous interroger non seulement sur nos motivations, mais aussi sur les effets à long terme de notre assistance. Prenons l'exemple d'un parent bien intentionné qui fait systématiquement les devoirs de son enfant pour lui éviter des difficultés. À court terme, l'enfant peut sembler réussir, mais à long terme, cette aide excessive entrave son développement intellectuel et son autonomie. Le parent, pensant bien faire, prive en réalité son enfant d'opportunités cruciales d'apprentissage et de croissance personnelle. Cette réflexion nous amène à considérer avec plus de prudence notre tendance naturelle à vouloir résoudre les problèmes des autres. Comme le soulignait le philosophe stoïcien Épictète, il est impossible d'apprendre ce que l'on croit déjà savoir. En prenant systématiquement en charge les défis d'autrui, nous les privons de la possibilité de développer leurs propres ressources et leur résilience. Il me revient à l'esprit une anecdote attribuée à Musonius Rufus, un éminent philosophe stoïcien. On raconte qu'un jour, un étudiant paresseux vint le voir en quête d'aide pour ses études. Au lieu de lui offrir des solutions toutes faites, Musonius Rufus refusa catégoriquement de l'aider, expliquant que ce refus était en réalité la meilleure forme d'assistance qu'il pouvait lui apporter. En obligeant l'étudiant à faire face à ses propres défis, Musonius Rufus lui offrait l'opportunité de développer sa discipline et sa force de caractère. Cette approche peut sembler dure au premier abord, mais elle s'inscrit parfaitement dans la philosophie stoïcienne qui valorise la responsabilité personnelle et la croissance à travers l'adversité. En refusant d'aider dans certaines situations, nous permettons à l'autre de cultiver sa propre sagesse pratique, ou phronésie comme l'appelaient les stoïciens. Cependant, il est crucial de souligner que cette approche ne prône pas l'indifférence ou le désengagement total. Au contraire, elle nous invite à une forme plus subtile et plus profonde de compassion. Il s'agit de discerner quand notre aide pourrait involontairement entraver le développement de l'autre et quand elle pourrait véritablement le soutenir dans sa croissance. Dans notre société moderne, où l'immédiateté et la facilité sont souvent privilégiées, cette sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de la patience et de la persévérance. Elle nous encourage à résister à l'impulsion de résoudre instantanément les problèmes des autres, reconnaissant que certaines luttes sont nécessaires et formatrices. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette sagesse dans notre quotidien? La clé réside dans le développement de notre discernement. Avant d'offrir notre aide, prenons le temps de nous poser quelques questions essentielles. Cette personne a-t-elle vraiment besoin de mon aide ou est-ce que je projette mes propres besoins sur elle? Mon assistance va-t-elle renforcer son autonomie ou au contraire la diminuer?
Quelles pourraient être les conséquences à long terme de mon intervention? En cultivant cette réflexion, nous apprenons à offrir un soutien qui ne se limite pas à résoudre les problèmes immédiats, mais qui nourrit véritablement la croissance et l'épanouissement de l'autre. Nous devenons capables de discerner quand notre rôle est d'agir et quand il est de nous abstenir, permettant ainsi à chacun de développer sa propre force intérieure. Cette approche nous amène naturellement à considérer un autre aspect crucial de l'aide: la préservation de notre propre tranquillité d'esprit face à ceux que l'on pourrait qualifier de vampires émotionnels. Dans la philosophie stoïcienne, le concept d'ataraxie, ou tranquillité de l'âme, occupe une place centrale. Il s'agit d'un état de calme et de sérénité intérieure, indépendant des circonstances extérieures. Cependant, certaines personnes, par leur comportement ou leurs demandes incessantes, peuvent menacer cet équilibre précieux. Les vampires émotionnels, comme on les appelle parfois, sont ces individus qui semblent constamment en crise, réclamant notre attention et notre énergie de manière disproportionnée. Ils se nourrissent de notre compassion, mais sans jamais sembler progresser ou résoudre leurs problèmes. Face à eux, le stoïcisme nous offre des outils précieux pour maintenir notre équilibre tout en restant bienveillant. Imaginons un instant un ami qui vous appelle chaque jour pour se plaindre de sa vie, ressassant toujours les mêmes problèmes sans jamais envisager de solution. Au début, votre désir d'aider vous pousse à l'écouter patiemment, à offrir des conseils. Mais au fil du temps, vous réalisez que ces interactions vous laissent épuisé, frustré, sans que votre ami ne semble en tirer un réel bénéfice. Le philosophe Sénèque nous met en garde contre ce type de relation dans l'une de ses lettres à Lucilius. Certains hommes non seulement avouent leurs vices, mais s'en vantent. Penses-tu qu'ils réfléchissent le moins du monde à y remédier? Cette observation perspicace nous rappelle que notre aide, aussi bien intentionnée soit-elle, peut parfois nourrir des comportements destructeurs plutôt que de les résoudre. Dès lors, comment pouvons-nous gérer ces situations sans pour autant renoncer à notre compassion? La réponse réside dans l'établissement de limites saines, un concept que les stoïciens pratiquaient bien avant que la psychologie moderne ne le formalise. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous offre une piste de réflexion. Quand tu es choqué par l'impudence de quelqu'un, demande-toi aussitôt: est-il possible qu'il n'y ait pas d'impudents dans le monde? Non, ce n'est pas possible. Cette perspective nous invite à accepter l'existence de comportements difficiles sans pour autant nous laisser affecter par eux. Concrètement, cela peut se traduire par l'établissement de frontières claires dans nos interactions. Il ne s'agit pas de rejeter l'autre, mais de définir ce que nous sommes prêts à donner sans compromettre notre propre bien-être. Cela peut signifier limiter la fréquence ou la durée de nos interactions avec les vampires émotionnels, ou encore rediriger la conversation vers des solutions concrètes plutôt que de simplement écouter des plaintes répétitives. Une technique efficace consiste à pratiquer ce que j'appelle l'écoute active limitée. Lorsque vous êtes confronté à un vampire émotionnel, accordez-lui votre attention totale pendant un temps défini, par exemple 15 minutes. Écoutez avec empathie, mais une fois ce temps écoulé, redirigez fermement la conversation vers des actions constructives ou concluez l'interaction. Cette approche permet de montrer votre soutien tout en préservant votre énergie. Il est également crucial de cultiver notre propre résilience émotionnelle. Les stoïciens nous enseignent que nos émotions découlent de nos jugements sur les événements, et non des événements eux-mêmes. En travaillant sur notre perception des situations difficiles, nous pouvons maintenir notre calme face aux demandes excessives d'autrui. Une pratique stoïcienne particulièrement utile dans ces situations est la préméditation des mots, préméditatio malorum. Il s'agit d'anticiper mentalement les situations difficiles afin de s'y préparer émotionnellement. Avant d'interagir avec une personne que vous savez énergivore, prenez un moment pour vous rappeler vos limites et visualisez-vous restant calme et centré malgré la pression émotionnelle. N'oublions pas que refuser d'alimenter les comportements négatifs des vampires émotionnels peut être, paradoxalement, la forme d'aide la plus authentique que nous puissions leur apporter. En ne renforçant pas leur schéma destructeur, nous les incitons indirectement à trouver en eux-mêmes les ressources pour faire face à leurs défis. Cette approche nous conduit naturellement à considérer un autre type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider: les manipulateurs. Ces individus, maîtres dans l'art de la flatterie et de la manipulation émotionnelle, représentent un défi particulier pour quiconque cherche à vivre selon les principes stoïciens. La vertu de prudence, ou phronésie, occupe une place centrale dans la philosophie stoïcienne. Elle nous invite à développer un discernement aiguisé, particulièrement utile face aux tentatives de manipulation. Les manipulateurs excellent dans l'art de jouer sur nos émotions et notre désir d'être appréciés pour nous pousser à agir contre notre propre intérêt ou nos valeurs. Pour illustrer ce point, penchons-nous sur la relation complexe entre Sénèque et l'empereur Néron. Initialement précepteur et conseiller de Néron, Sénèque s'est trouvé progressivement piégé dans un jeu dangereux de flatterie et de manipulation. Malgré ses intentions vertueuses, Sénèque s'est retrouvé compromis, participant indirectement à un régime qu'il désapprouvait moralement. Cette histoire nous rappelle combien il peut être difficile de maintenir son intégrité face à un manipulateur habile, même pour un philosophe aguerri. Comment alors pouvons-nous reconnaître les signes de manipulation et éviter de tomber dans leur piège?
Les stoïciens nous encouragent à cultiver une conscience aiguë de nos propres motivations et émotions. Épictète nous conseille, n'accepte pas les représentations d'un seul coup. Dis-leur, attendez un peu, laissez-moi voir qui vous êtes et d'où vous venez. Cette pause réflexive est cruciale face à quelqu'un qui tente de nous influencer. Les manipulateurs utilisent souvent des techniques comme la flatterie excessive, l'appel à la culpabilité ou la création d'un sentiment d'urgence pour nous pousser à agir selon leurs désirs. En développant notre capacité à reconnaître ces tactiques, nous pouvons mieux nous en protéger. Un jour, lors d'une conversation avec un collègue, celui-ci a commencé à me complimenter de manière exagérée sur mes compétences professionnelles avant de me demander de prendre en charge une partie de son travail. Sur le moment, flatté, j'ai failli accepter. Mais en prenant le temps de réfléchir, j'ai réalisé que cette demande n'était ni raisonnable ni alignée avec mes responsabilités. Cette expérience m'a enseigné l'importance de prendre du recul face aux éloges, surtout lorsqu'ils sont suivis d'une demande. Pour se protéger des manipulateurs tout en restant fidèles aux principes stoïciens, nous pouvons adopter plusieurs stratégies. Tout d'abord, cultivons l'habitude de la réflexion avant l'action. Face à une demande ou une situation qui suscite une forte réaction émotionnelle, accordons-nous un temps de pause pour évaluer objectivement la situation. Ensuite, apprenons à dire non avec fermeté et bienveillance. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Refuser d'accéder à une demande inappropriée n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect envers soi-même et ses valeurs. Il est également crucial de maintenir une perspective équilibrée sur nos relations. Les manipulateurs excellent dans l'art de créer un sentiment de dette ou d'obligation. Rappelons-nous les paroles de Marc Aurèle, le meilleur moyen de se défendre est de ne pas ressembler à son agresseur. Ainsi, même face à la manipulation, nous pouvons choisir de rester intègres et bienveillants, sans pour autant céder à des demandes déraisonnables. La pratique de la gratitude, chère aux stoïciens, peut aussi nous aider à résister à la manipulation. En cultivant une appréciation pour ce que nous avons déjà, nous devenons moins vulnérables aux promesses ou aux menaces des manipulateurs. Comme le disait Épictète, celui qui sait se contenter de peu ne manquera jamais de rien. Cependant, il est important de noter que refuser d'aider un manipulateur ne signifie pas l'abandonner complètement. La philosophie stoïcienne nous encourage à voir l'humanité en chacun, même chez ceux qui agissent de manière répréhensible. Nous pouvons choisir de ne pas accéder à leurs demandes tout en leur offrant l'opportunité de développer des relations plus saines et authentiques. Cette réflexion sur les manipulateurs nous conduit naturellement à considérer un autre type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider de manière conventionnelle, les victimes chroniques. Ces individus, qui semblent perpétuellement pris dans des situations difficiles, représentent un défi particulier pour ceux qui cherchent à vivre selon les principes stoïciens tout en restant compatissants. Le concept stoïcien d'autonomie morale est particulièrement pertinent ici. Les stoïciens croyaient fermement que chaque individu est responsable de ses propres choix et actions. Épictète résumait bien cette idée. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cette perspective nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons véritablement aider quelqu'un qui semble constamment se positionner en victime. Distinguer une véritable demande d'aide d'une mentalité de victime chronique peut être délicat. La clé réside dans l'observation des schémas comportementaux. Une personne temporairement dans le besoin cherchera généralement des solutions et sera ouverte aux suggestions. En revanche, une victime chronique aura tendance à rejeter les conseils, à trouver des excuses pour ne pas agir et à blâmer systématiquement les circonstances extérieures pour ses problèmes. Pour illustrer ce point, imaginons la métaphore de l'apprentissage de la natation. Un instructeur de natation ne peut pas nager à la place de son élève. Son rôle est de fournir des instructions, d'encourager et de créer un environnement sûr pour l'apprentissage. Mais c'est à l'élève de faire l'effort de bouger ses bras et ses jambes, de surmonter sa peur de l'eau. De la même manière, notre rôle face à une victime chronique n'est pas de résoudre tous ses problèmes, mais de l'encourager à développer ses propres ressources et sa résilience. Cette approche peut sembler dure au premier abord, mais elle s'inscrit parfaitement dans la philosophie stoïcienne qui valorise la croissance personnelle à travers l'adversité. Comme le disait Sénèque, c'est dans le malheur que se révèle la vertu. En refusant de perpétuer une dynamique de dépendance, nous offrons à l'autre l'opportunité de découvrir sa propre force. Concrètement, comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans nos interactions quotidiennes? Tout d'abord, il est crucial d'écouter avec empathie, mais sans valider une perception déformée de la réalité. Nous pouvons reconnaître les difficultés de l'autre tout en l'encourageant à identifier les aspects de sa situation sur lesquels il a un contrôle. Ensuite, plutôt que d'offrir des solutions toutes faites, nous pouvons poser des questions qui stimulent la réflexion et l'action. Par exemple, au lieu de dire « tu devrais faire ceci », nous pourrions demander quelles options penses-tu avoir dans cette situation? Cette approche encourage l'autre à développer sa propre capacité de résolution de problèmes. Il est également important de célébrer les petits progrès et les efforts, plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats. Cela aide à construire un sentiment d'efficacité personnelle,
crucial pour sortir d'une mentalité de victime. Cependant, gardons à l'esprit que notre rôle n'est pas de sauver l'autre, mais de l'accompagner vers son propre empowerment. Comme le rappelait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Notre tâche est d'aider l'autre à réaliser et à exercer ce pouvoir. Cette approche nous amène naturellement à considérer un autre groupe de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider de manière conventionnelle, les ingrats. La gratitude occupe une place centrale dans la philosophie stoïcienne, et son absence dans une relation peut créer des dynamiques complexes et potentiellement nuisibles. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver la vertu pour elle-même, sans attendre de reconnaissance ou de récompense extérieure. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille. Cette perspective nous invite à agir vertueusement non pas pour obtenir des remerciements, mais parce que c'est intrinsèquement juste. Cependant, lorsque nous sommes confrontés à une ingratitude constante, il est légitime de s'interroger sur l'impact de notre aide, tant sur nous-mêmes que sur l'autre personne. L'ingratitude chronique peut être le signe d'une dynamique malsaine où notre assistance est prise pour acquise, voire considérée comme indue. Pour illustrer ce point, considérons la citation suivante de Marc Aurèle « J'ai souvent admiré comment chacun s'aime plus que les autres, et pourtant fait moins de cas de sa propre opinion que de celle d'autrui. » Cette réflexion nous rappelle que l'ingratitude peut parfois découler d'une faible estime de soi, où l'individu valorise davantage l'opinion et l'aide des autres que ses propres ressources. Dans de telles situations, continuer à aider sans discernement peut en réalité nuire à notre propre croissance morale. Cela peut nous conduire à négliger notre propre développement, à ressentir de l'amertume ou à agir par obligation plutôt que par vertu authentique. De plus, l'aide constante à une personne ingrate peut paradoxalement l'empêcher de développer sa propre gratitude et son autonomie. Comme le soulignait Épictète, il est impossible qu'un homme qui ne s'aperçoit pas de ce qu'il possède, mais ne pense qu'à ce qu'il n'a pas, soit reconnaissant envers quoi que ce soit. En limitant notre aide, nous pouvons indirectement encourager l'autre à reconnaître et à apprécier ce qu'il a déjà. Alors, comment naviguer ces eaux complexes de l'ingratitude tout en restant fidèle aux principes stoïciens? Tout d'abord, il est crucial de clarifier nos propres motivations. Agissons-nous vraiment par vertu, ou cherchons-nous une forme de validation extérieure? Si notre aide est conditionnée à la gratitude de l'autre, il est temps de réévaluer notre approche. Ensuite, nous pouvons pratiquer ce que j'appelle l'aide consciente. Avant d'offrir notre assistance, prenons un moment pour réfléchir à son impact potentiel, tant sur nous-mêmes que sur l'autre. Est-ce que notre aide renforce réellement l'autonomie et le bien-être de l'autre, ou crée-t-elle une dépendance malsaine? Il peut être utile d'établir des limites claires et de communiquer ouvertement nos attentes, non pas dans l'espoir d'obtenir de la gratitude, mais pour établir une dynamique plus saine et équilibrée dans la relation. Comme le conseillait Sénèque, nous devons choisir avec soin ceux à qui nous rendrons service. Cependant, même face à l'ingratitude, les stoïciens nous encouragent à maintenir notre propre intégrité. Plutôt que de réagir avec ressentiment, nous pouvons choisir de voir ces situations comme des opportunités de pratiquer notre propre vertu. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du tort. Cette réflexion sur l'ingratitude nous conduit naturellement à considérer un autre type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider de manière conventionnelle, les profiteurs. Ces individus, qui cherchent constamment à tirer avantage des autres sans réciprocité, représentent un défi particulier pour ceux qui aspirent à vivre selon les principes stoïciens tout en maintenant des relations équilibrées. Le principe stoïcien de justice et d'équité est particulièrement pertinent ici. Les stoïciens croyaient en l'importance de traiter chacun avec respect et équité, tout en reconnaissant la nécessité de discerner les intentions derrière les actions des autres. Comme le disait Épictète, il ne faut pas s'attendre à trouver des figues en ivée. Cette métaphore nous rappelle l'importance d'ajuster nos attentes en fonction de la nature de chaque personne et situation. Reconnaître et se protéger des relations déséquilibrées est crucial pour notre bien-être et notre croissance personnelle. Les profiteurs ont souvent une habileté particulière à exploiter notre désir d'être utile ou notre sens du devoir. Ils peuvent utiliser des tactiques subtiles comme la culpabilisation, la flatterie excessive ou la création d'un sentiment d'urgence pour nous pousser à agir contre notre propre intérêt. Pour illustrer ce concept, considérons l'analogie de l'écosystème naturel. Dans la nature, chaque organisme a un rôle à jouer et contribue d'une manière ou d'une autre à l'équilibre global. Les parasites, cependant, prennent sans rien donner en retour, affaiblissant leur hôte au fil du temps. De la même manière, une relation constamment déséquilibrée peut drainer notre énergie et nos ressources, compromettant notre capacité à nous épanouir et à aider de manière authentique. Face à un profiteur, la sagesse stoïcienne nous invite à adopter une approche réfléchie et équilibrée. Tout d'abord, il est crucial de cultiver une conscience aiguë de nos propres limites et valeurs. Comme le conseillait Marc Aurèle, si tu es peiné par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement sur elle. Et il est en ton pouvoir de l'effacer à l'instant.
Cette perspective nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons face aux demandes excessives des autres. Ensuite, nous pouvons pratiquer l'art de dire non avec fermeté et bienveillance. Les stoïciens nous enseignent que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres ou de notre capacité à satisfaire toutes leurs demandes. Refuser d'accéder à une requête déraisonnable n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect envers soi-même et ses ressources. Il est également important de communiquer clairement nos attentes et nos limites. Plutôt que d'attendre passivement que l'autre change, nous pouvons prendre l'initiative d'établir des frontières saines. Comme le suggérait Sénèque, nous devons donc régler nos désirs. Surtout apprendre à limiter nos demandes, à nous contenter de peu. Cependant, même face à un profiteur, les stoïciens nous encouragent à maintenir notre propre intégrité et bienveillance. Plutôt que de réagir avec amertume ou ressentiment, nous pouvons choisir de voir ces situations comme des opportunités de pratiquer notre propre vertu. Comme le disait Épictète, n'exige pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Accepte-les comme ils se présentent. Cette approche nous conduit naturellement à considérer un autre groupe de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider de manière conventionnelle, celles qui sont fermées au changement. Ces individus, qui semblent résister obstinément à toute forme de croissance ou d'évolution, représentent un défi particulier pour ceux qui cherchent à vivre selon les principes stoïciens tout en maintenant un désir sincère d'aider les autres. La doctrine stoïcienne du libre arbitre et de la responsabilité personnelle est particulièrement pertinente ici. Les stoïciens croyaient fermement que chaque individu est ultimement responsable de ses choix et de ses actions. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons des choses. Cette perspective nous invite à réfléchir sur la manière dont nous pouvons respecter le libre arbitre d'autrui tout en offrant un soutien authentique. Il est crucial de comprendre que forcer l'aide sur quelqu'un qui n'est pas prêt ou disposé à changer est non seulement futile, mais potentiellement nuisible. Cela peut créer de la résistance, du ressentiment, et même renforcer les comportements que nous cherchons à modifier. Pour illustrer ce point, permettez-moi de partager une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai tenté d'aider un ami proche qui luttait contre une addiction. Malgré mes efforts sincères pour lui offrir soutien et ressources, il n'était tout simplement pas prêt à reconnaître son problème ou à envisager un changement. Mes tentatives bien intentionnées ont finalement créé de la tension dans notre relation et n'ont abouti à aucun progrès réel. Cette expérience m'a enseigné l'importance de respecter le rythme et la volonté de l'autre dans le processus de changement. Alors, comment pouvons-nous naviguer ces situations délicates tout en restant fidèles aux principes stoïciens? Tout d'abord, il est essentiel de cultiver la patience et l'acceptation. Comme le conseillait Marc Aurèle, accepte les choses auxquelles le destin t'a lié et aime les personnes avec lesquelles le destin t'a mis, mais aime-les vraiment. Cette perspective nous invite à accepter l'autre tel qu'il est, tout en maintenant notre propre intégrité. Ensuite, nous pouvons pratiquer ce que j'appelle l'aide passive. Plutôt que d'essayer activement de changer l'autre, nous pouvons simplement être présents, offrir un espace sûr et non jugeant, et modeler les comportements que nous souhaitons voir. Comme le disait Sénèque, les hommes apprennent en enseignant. En vivant selon nos valeurs, nous pouvons inspirer le changement de manière subtile et respectueuse. Il est également important de reconnaître les limites de notre influence. Les stoïciens nous rappellent constamment que nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées et actions, pas celles des autres. Épictète l'exprimait ainsi. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Cette perspective nous libère du fardeau de vouloir changer les autres et nous permet de concentrer notre énergie sur notre propre croissance. Cependant, cela ne signifie pas que nous devons abandonner complètement ceux qui semblent résister au changement. Nous pouvons continuer à offrir notre soutien de manière non intrusive, tout en respectant leur autonomie. Comme le suggérait Marc Aurèle, soit comme le rocher que les vagues ne cessent de frapper, il demeure immobile et l'eau furieuse s'apaise autour de lui. Cette image nous rappelle l'importance de rester constant dans notre vertu, même face à la résistance d'autrui. Une approche efficace consiste à pratiquer l'écoute active et empathique. Souvent, les personnes résistantes au changement ont des peurs ou des croyances profondes qui alimentent leur comportement. En créant un espace où elles se sentent entendues et comprises, nous pouvons indirectement ouvrir la porte au changement. Il est aussi crucial de respecter le timing de l'autre. Le changement est un processus personnel qui se déroule selon son propre rythme. Comme le disait Épictète, aucun grand arbre ne devient grand en un jour. Cette patience nous permet de rester présents et soutenants, prêts à offrir notre aide lorsque l'autre sera prêt à la recevoir. Cette réflexion sur les personnes fermées au changement nous conduit naturellement à considérer un dernier groupe qu'il est souvent préférable de ne pas aider de manière conventionnelle, les individus toxiques. Ces personnes, dont les comportements négatifs persistent malgré nos efforts bienveillants, représentent un défi particulier pour ceux qui aspirent à vivre selon les principes stoïciens tout en préservant leur propre bien-être. Le concept stoïcien de vertu comme bien suprême est particulièrement pertinent ici. Les stoïciens croyaient que la vertu, sagesse, justice, courage et tempérance était la seule chose véritablement bonne et suffisante pour le bonheur. Comme le disait Épictète, le bonheur et la liberté commencent avec la claire compréhension d'un principe,
Certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres ne le sont pas. Cette perspective nous invite à réfléchir sur l'importance de préserver notre propre intégrité face à des influences négatives persistantes. Les individus toxiques peuvent prendre diverses formes. Ce peut être un collègue constamment négatif, un ami qui manipule subtilement, ou un membre de la famille qui draine systématiquement notre énergie. Quelle que soit leur forme, ces personnes ont en commun la capacité à compromettre notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle si nous ne sommes pas vigilants. Pour illustrer ce point, considérons la citation d'Épictète. Rappelle-toi que si tu fréquentes quelqu'un dont le corps est sale, tu ne peux pas, même si ton corps est propre, ne pas partir avec quelques souillures. Cette métaphore puissante nous rappelle l'impact subtil mais profond que peuvent avoir les influences négatives sur notre vie. Alors, comment pouvons-nous naviguer ces eaux tumultueuses tout en restant fidèles aux principes stoïciens? Tout d'abord, il est crucial de cultiver une conscience aiguë de nos propres valeurs et limites. Comme le conseillait Marc Aurèle, très vite tu seras mort, et tu n'as pas encore appris à être simple, tranquille, indifférent au sort d'autrui. Cette réflexion nous invite à nous concentrer sur notre propre développement moral plutôt que de nous laisser constamment distraire ou perturber par les comportements toxiques des autres. Ensuite, nous pouvons pratiquer ce que j'appelle le détachement compatissant. Il s'agit de maintenir une attitude de bienveillance envers l'autre tout en établissant une distance émotionnelle saine. Comme le suggérait Sénèque, choisis pour compagnon l'homme le meilleur, imagine-le toujours présent et règle sur lui ta conduite. Cette approche nous permet de rester ancrés dans nos valeurs, même face à des influences négatives. Il est également important de reconnaître quand il est temps de s'éloigner d'une relation toxique. Les stoïciens, contrairement à une idée reçue, ne préconisaient pas une acceptation passive de toutes les circonstances. Ils encourageaient plutôt une action réfléchie et vertueuse. Épictète l'exprimait ainsi: « Si tu veux progresser, renonce à ce genre de raisonnement, si je néglige mes affaires, je n'aurai pas de quoi vivre. Car il vaut mieux mourir de faim, exempt de chagrin et de crainte, que de vivre dans l'abondance avec le trouble dans l'âme. » Cependant, même lorsque nous choisissons de nous distancer d'une personne toxique, les stoïciens nous encouragent à maintenir notre propre intégrité et compassion. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Cette perspective nous rappelle que notre réponse au comportement toxique est une opportunité de renforcer notre propre vertu. En conclusion, la sagesse stoïcienne nous offre des outils précieux pour naviguer les eaux complexes des relations humaines. Elle nous rappelle que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses, à cultiver notre vertu et à maintenir notre tranquillité d'esprit, même face aux défis les plus difficiles. Comme l'a si bien dit Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui importe, mais ce que nous en faisons. Ces réflexions sur les différents types de personnes qu'il est parfois préférable de ne pas aider de manière conventionnelle nous amènent à une compréhension plus nuancée et profonde de ce que signifie vraiment aider quelqu'un. Elles nous invitent à reconsidérer notre approche de l'entraide, à cultiver un discernement plus fin dans nos interactions et à trouver un équilibre entre compassion et préservation de soi. Le stoïcisme, loin d'être une philosophie froide ou détachée, nous offre un cadre pour naviguer les complexités de la vie sociale avec sagesse et bienveillance. Il nous rappelle que la véritable aide ne consiste pas toujours à faire ce qui est immédiatement agréable ou confortable pour l'autre, mais ce qui contribue réellement à son bien-être et à sa croissance à long terme. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons développer des relations plus saines, plus équilibrées et plus épanouissantes. Nous apprenons à offrir notre aide de manière plus réfléchie et efficace, tout en préservant notre propre intégrité et tranquillité d'esprit. C'est un chemin exigeant, mais profondément gratifiant, qui nous conduit vers une vie plus vertueuse et harmonieuse. En explorant les types de personnes qu'il est parfois préférable de ne pas aider, nous avons pu approfondir notre compréhension de l'entraide selon la perspective stoïcienne. Cette réflexion nous invite à cultiver un discernement plus fin dans nos interactions, tout en restant fidèles à nos valeurs. Dans notre quotidien, nous pouvons mettre en pratique ces enseignements de diverses manières. Commencez par prendre un moment de pause avant d'offrir votre aide, évaluez si votre assistance sera véritablement bénéfique à long terme. Apprenez à dire non avec bienveillance lorsque c'est nécessaire. Établissez des limites claires dans vos relations, tout en maintenant une attitude de compassion. Comme je l'expliquais lorsque nous parlions des vampires émotionnels, pratiquez l'écoute active limitée. Accordez votre attention totale pendant un temps défini, puis redirigez la conversation vers des actions constructives. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer ces principes stoïciens dans votre vie? Avez-vous déjà été confronté à des situations où votre aide n'était pas la meilleure solution? Comment avez-vous géré ces moments? Cette réflexion ouvre la porte à une compréhension plus profonde de nos interactions sociales et de notre rôle dans la vie des autres. Elle nous rappelle que parfois, la forme la plus élevée d'aide est de permettre à l'autre de développer sa propre force. N'hésitez pas à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires. Votre parcours pourrait inspirer d'autres personnes dans leur propre quête de sagesse pratique. Rappelez-vous, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie à étudier, mais une pratique quotidienne qui peut transformer profondément notre façon d'être au monde. Commencez dès aujourd'hui à appliquer ces principes
et vous verrez votre vie s'enrichir d'une nouvelle sagesse et sérénité.